Bienvenue dans le débat sur France 24. En France, ce n'était finalement pas le dernier conseil des ministres de ce gouvernement. Son porte-parole, Gabriel Attal, a affirmé que l'équipe actuelle se retrouverait la semaine prochaine avant la formation d'un nouveau gouvernement pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le prochain ou la prochaine Premier ministre devrait être attaché à la question sociale, à la question environnementale, à la question productive, a affirmé Emmanuel Macron. La bataille pour les législatives est néanmoins lancée. À gauche comme à droite, les manœuvres politiques commence à 6 semaines du premier tour du scrutin. Alors, quelles sont les stratégies des partis et des différents leaders politiques? On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Lin Lacapelle. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Rassemblement national. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Stéphane Troussel. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Bienvenue dans le débat. Président du département de Seine-Saint-Denis au Parti socialiste. Arnaud Benedetti, bonsoir. Bonsoir. Professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir, et c'est aux éditions du CERF. Bienvenue à vous également. En face de vous, Céline Calvez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Avant de démarrer ce débat, je vous propose de faire un point en images avec David Gilbert. Qui reste, qui sort? L'arrivée du Conseil des ministres ce jeudi était l'occasion de faire des pronostics sur la composition du prochain gouvernement. Les membres actuels devraient en tout cas être toujours présents la semaine prochaine, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ne s'achevant officiellement que le 14 mai prochain. Pas question donc de se démobiliser dans cette dernière ligne droite. Le gouvernement est à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires pour la protection des Français et sur tous les dossiers qui sont évidemment les dossiers d'actualité pour le gouvernement et pour le pays. La nomination d'un nouveau Premier ministre va pourtant bien changer la donne. Les spéculations vont bon train sur le ou la successeur de Jean Castex. La personnalité choisie devra donner l'impulsion voulue par Emmanuel Macron en vue des législatives du mois de juin. En attendant, le mot d'ordre reste le même depuis la victoire du président sortant dimanche dernier. Le choix qui a été celui des Français, qui est un choix historique, est un choix qui, évidemment, nous oblige et nécessite que des décisions majeures soient prises. Des décisions, évidemment, sur le fond, mais aussi sur une nouvelle manière de gouverner, de faire participer les Français à la décision, de faire vivre la cité. La révolution politique promise en 2017 serait donc sur le point d'être mise en œuvre. Elle pourrait débuter pendant la première quinzaine de mai, période pendant laquelle devrait intervenir la cérémonie d'investiture présidentielle. Céline Calvez, je commence par vous, parce que vous êtes député de La République En Marche. Le prochain chef du gouvernement, ou la prochaine chef du gouvernement, devrait être attaché à la question sociale, à la question environnementale, à la question productive. Quel est, selon vous, en fait, le profil idéal? Clément Beaune parle d'une femme. Alors, vous avez parlé des 3 parties sur lesquelles doit s'appuyer ce profil. Et donc, oui, ça peut être une femme. Moi, je le souhaiterais. J'aimerais bien qu'au poste de Premier ministre, on puisse avoir une femme. Mais ça marquerait les esprits. Ça marque les esprits parce qu'en fait, depuis Édith Cresson, on n'a pas eu à ce poste-là une femme. Et moi, je suis très attachée. On a pu le porter au sein de l'Assemblée nationale avec un renouvellement où on a féminisé les députés. Et c'est important. Et je pense que grâce à ça, on a pu s'attaquer à des sujets comme la lutte contre les violences faites aux femmes ou la prise en compte de l'égalité dans les sphères économiques. Je pense que la présence de femmes qui étaient issues des différentes couches de la société y a fortement contribué. Donc il y a une impulsion, mais comme vous l'avez rappelé, il y a 3 priorités qui sont celles de l'environnement, du social et du productif. Alors est-ce que c'est derrière l'économique? J'en suis sûre. Il va falloir pas aussi simple de trouver en tout cas ce profil idéal. C'est un profil idéal et j'en rajouterais que ça s'inscrit aussi dans une dynamique qui est celle des législatives. On doit avoir aussi un meneur ou une meneuse d'équipe, pas seulement gouvernementale, mais celui de la majorité, de sa future majorité. Stéphane Troussel, alors vous êtes socialiste, mais vous êtes favorable à un accord avec les Insoumis. Alors les Insoumis, on sait que chez eux, Jean-Luc Mélenchon appelait à être finalement le Premier ministre. Jean-Luc Mélenchon serait le meilleur profil pour justement devenir chef du gouvernement en France? Moi, je suis favorable au rassemblement de la gauche et des écologistes, et je pense que sans exclusive, et donc je pense qu'effectivement tout doit être fait pour qu'il y ait une coalition la plus large possible. C'est dans l'histoire de la gauche dans notre pays le seul moyen pour la gauche de pouvoir l'emporter, quand chacune de ses composantes se sent engagée, se sent respectée et même progresse à chaque fois. Donc Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ce ne serait pas exclu pour vous? Chacun sait que dans une élection législative, il faut d'abord conquérir la majorité,
à l'Assemblée nationale et que la règle institutionnelle, c'est que c'est le groupe le plus important de la future majorité qui choisit le Premier ministre. Je rappelle quand même que c'est le président de la République dans nos institutions. Qui choisit le Premier ministre. Mais vous ne seriez pas opposé à Jean-Luc Mélenchon, chef du gouvernement. Je ne vous ai pas répondu à cette question parce que ce n'est pas le sujet. Non, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet d'abord, c'est de gagner. Et c'est de faire en sorte que la gauche, dans sa pluralité, elle ait le maximum de députés élus. Et pour ça, le seul moyen d'y parvenir, c'est que la gauche, elle soit diverse et qu'elle s'appuie sur à la fois ses résultats aux élections présidentielles qui ont dit quelque chose et d'ailleurs qui ont indiqué que la gauche pouvait progresser, mais surtout aussi sur ce qui se passe dans les territoires, sur des implantations. On va en parler, mais une personnalité qui émane justement de la gauche, comme Premier ministre, ça vous semblerait le bon choix? Si la gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale... Pour ne pas le limiter à Jean-Luc Mélenchon. Si la gauche est majoritaire à l'Assemblée nationale, oui, ça sera logique que le président de la République, ça serait logique que le président de la République appelle une personnalité de gauche si la gauche est majoritaire. Enfin, chacun sait bien pourquoi les élections législatives ont été placées à quelques semaines après les élections présidentielles. C'est souvent, tout le temps, pour permettre au président de la République élu de disposer d'une majorité. Mais si les Français, dans quelques semaines, veulent par exemple s'opposer à la retraite à 65 ans, il vaudrait mieux qu'ils votent à gauche plutôt que pour les députés de la majorité. Jean-Alain Lacapelle, une personnalité de droite et éventuellement... Mais tout ceci, c'est du casting. Oui. Tout ceci m'est égal. On sait que c'est du casting, mais bon. Puisque ce qui nous intéresse, c'est le projet, en fait, qui sera mis en place. Mais on sort de 5 années d'un quinquennat de saccage social, de saignée fiscale, de folle politique migratoire, de recul de la démocratie, de recul du pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Peu importe l'homme ou la femme qui sera choisi. Mais pas peu importe le profil idéal. C'est juste pour faire un premier tour d'étape sur le profil idéal. Nous, ce que nous souhaitons, parce que nous avons été qualifiés au second tour, nous avons recueilli 42% des suffrages au second tour, 13,3 millions de Français. Nous avons été portés en tête dans tout l'outre-mer. Et je remercie d'ailleurs tous ces compatriotes qui ont voté pour nous, dans 30 départements en France, dans 18 000 communes. Donc à tous ceux qui ont donné et accordé leur confiance à Marine Le Pen, nous leur disons maintenant, permettez-nous d'avoir un maximum de députés à l'Assemblée nationale pour pouvoir vous défendre contre notamment la retraite à 65 ans, parce que je me permets, on va reparler des thèmes. Vous répondre, mais vous avez quand même appelé à voter Emmanuel Macron, donc c'est vous qui portez la responsabilité de la retraite à 65 ans si demain elle est appliquée. Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron devra donc, juste pour parler de ce choix du chef du gouvernement, en parler aussi à ceux qui nous regardent à l'étranger. C'est un subtil équilibrage. C'est pas facile de trouver le bon leader, le bon chef de gouvernement. Il y a une sacrée équation politique à respecter. Si vous voulez, ça a été rappelé, c'est-à-dire que ce chef de gouvernement, il va avoir pour première mission de mener la bataille des législatifs. Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Donc il faut qu'il soit en mesure d'apporter une majorité au président nouvellement élu. Alors c'est vrai que la façon dont Emmanuel Macron s'est exprimé à partir de ce triptyque environnement, social et productif, c'est plutôt sémantiquement une orientation qui plaiderait pour un Premier ministre venant, disons, du centre-gauche ou de la gauche, sachant que, qui plus est, on a un président de la République qui, quand même, pendant ce quinquennat, n'a choisi que des premiers ministres venant de la droite, c'est-à-dire Édouard Philippe, le premier Premier ministre, et ensuite Jean Castex. C'est pas exclu qu'ils reprennent d'ailleurs quelqu'un de droite. C'est pas exclu, sauf que il y a un contexte politique avec une attente sociale très forte qui s'est caractérisée à la fois par le vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi par le vote en faveur de Marine Le Pen. Et jusqu'à présent, les signaux que semble envoyer le président de la République, mais le président de la République a toujours surpris sur le choix de ses premiers ministres. Il faut s'en souvenir, tous les noms qui ont été cités en règle générale depuis 5 ans sont des noms qui ont servi de leurre et qui n'ont pas été du tout les noms qui ont été ensuite retenus par le président de la République. Donc je me méfie de tous les noms qui sont cités à ce stade parce que je me dis qu'il n'y en a finalement aucun qui sortira du chapeau parmi ceux qui sont cités. Mais la réalité, c'est que on pourrait penser, vraiment il faut être très prudent, qu'il irait plutôt essayer de rééquilibrer sur sa jambe gauche, sachant qu'en plus, il peut considérer qu'il a terminé le travail de fracturation de la droite. Donc peut-être aujourd'hui, l'important pour lui, c'est d'essayer de fracturer à gauche. Céline Calvez, Emmanuel Macron dit vouloir changer de méthode de gouvernement, une pratique du pouvoir donc moins verticale éventuellement. Oui, alors il y avait déjà eu des évolutions. De toute façon, c'était déjà la promesse d'En Marche, c'était de remettre le citoyen au cœur de la vie politique. Moi, c'est pour ça que je me suis engagée. On a bien vu durant ce premier quinquennat qu'il a fallu faire encore plus. Et notamment, suite à la crise des Gilets jaunes, quand on ouvre le grand débat, on ouvre en fait une nouvelle pratique de démocratie. On ouvre aussi
une innovation avec la Convention citoyenne. Et là, aujourd'hui, c'est d'aller encore plus loin. Et notamment sur des sujets... Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, malgré ce débat, malgré cette Convention citoyenne dont vous parlez? S'il l'affiche aujourd'hui, c'est que ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, c'est pour aller plus loin. Et il le fait en plus sur deux sujets qui sont majeurs, qui sont la santé et l'éducation. L'éducation, très clairement, c'est de dire on garde les objectifs nationaux, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire la même chose que l'on soit dans un quartier de Cergy où le président s'est rendu dès hier. On ne peut pas non plus se faire la même chose en Haute-Savoie, etc. Mais l'idée, c'est de donner plus de liberté aux acteurs. Ça veut dire qu'il y a une autre relation aussi avec les collectivités locales. Ça s'est déjà vu dans la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même si ça n'a pas été simple, parce qu'on était en période de crise, une relation entre l'État et les collectivités. Quand on le voyait au niveau des centres de vaccination, on a pu aussi redécouvrir la façon dont ça pouvait être fait. Donc cette méthode, elle est dans le prolongement. Il y a devant les urgences, qu'elles soient climatiques ou démocratiques, voilà. Eh bien, l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'inventer une façon de faire une démocratie un peu plus délibérative au fur et à mesure du deuxième quinquennat. Stéphane Troussel, vous seriez d'accord avec ça? Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, lui propose d'en finir avec la gouvernance, je cite, verticale archaïque. Il faut l'invention collective d'un gouvernement. Le projet, c'est de mettre en place une commission transpartisane. Ce serait ça, en fait, le projet? Oui, enfin, sauf que dès le lundi matin, les ministres en exercice d'Emmanuel Macron expliquaient, par exemple, que s'agissant de la retraite à 65 ans, il pourrait utiliser le 49.3. Donc, comme signal de cette nouvelle méthode, on fait mieux. Donc, vous savez, les mots d'un président de la République le soir où il a été élu, d'ailleurs, il suffirait de comparer avec ceux de 2017, sa déclaration était sensiblement la même qu'en 2017. Et pourtant, eh bien, il y a eu la crise des Gilets jaunes, et pourtant, il y a eu cette négation des corps intermédiaires, les syndicats, les collectivités locales, un Parlement, disons-le, très considérablement affaibli, avec très peu d'initiatives, très peu de propositions de loi. Le pouvoir d'amendement des députés, y compris ceux de la majorité, a été très largement mis en cause. Et donc, une bonne partie très largement mis en cause. Et donc, moi, je ne vais pas me contenter des mots d'un soir d'élection. Moi, j'attends des actes. Et puis surtout, j'attends de savoir quel est le projet que le président de la République veut mettre en œuvre. Parce que j'entends bien qu'il nous dise depuis quelques jours qu'il veut un Premier ministre avec une orientation sociale, productive, environnementale. Mais en tout cas, il a présenté un projet politique dont ces ministres, eux aussi, nous disent que c'est celui-ci qui a été victorieux, de manière même, je crois qu'il y a un des chefs de la majorité qui a parlé de victoire étincelante. Mais pour quel projet? Pour le projet du premier tour, où il est dit, par exemple, qu'on veut faire travailler bénévolement les allocataires du RSA. Le président de la République veut faire la retraite à 65 ans, veut mettre en cause peut-être notre éducation nationale. Où est-ce qu'il entend, la bataille législative est lancée. Où est-ce qu'il entend, et je finis par là, où est-ce qu'il entend que dans les votes du deuxième tour, il y a tous ceux qui ont voulu faire barrage à l'extrême droite dans notre pays et faire en sorte que le score de l'extrême droite soit le plus bas possible dans notre pays, compte tenu des attaques contre l'état de droit, contre nos concitoyens de diverses origines, de confession musulmane, que mettait en cause l'extrême droite. Donc il faut que le président de la République entende que dans son score du deuxième tour, eh bien c'est bien plus large que les seuls électeurs du premier tour. Arnaud Benedetti, juste un mot encore sur cette façon, cette volonté d'Emmanuel Macron de changer la méthode du gouvernement. Est-ce qu'effectivement la pratique du pouvoir de ces 5 dernières années était trop verticale ? Je ne sais pas si elle était verticale, elle était managériale, clairement. C'est-à-dire que la verticalité, c'est quand même le pouvoir en majesté de De Gaulle, qui était très vertical. Là, on avait une forme de gouvernance un peu différente, mais c'était en effet, ça apparaissait comme très vertical. La réalité, c'est que, si vous voulez, Emmanuel Macron a gouverné sans implantation politique. C'est-à-dire qu'en fait, sa victoire en 2017 est une victoire tout à fait exceptionnelle, dans la mesure où c'est la première fois qu'un homme sous la Ve République parvient à se faire élire quasiment sans appareil politique, sans élus territoriaux ou locaux, et évidemment sans députés ou quasiment pratiquement aucun parlementaire. Donc c'est une victoire qui est tout à fait étonnante et qui, en effet, est, j'allais dire, totalement paradoxale dans le système républicain français sous la Ve République. Ensuite, c'est vrai que les reproches qui lui ont été faits, c'était un président qui n'aurait pas assez, disons, discuté avec les corps intermédiaires, qui n'aurait pas assez respecté les collectivités locales. Alors l'exercice du grand débat
est un exercice quand même plutôt de communication. Et moi, je ne suis pas sûr que du tout le grand débat ait d'une certaine manière calmé la crise des Gilets jaunes. Je pense que ce sont d'autres éléments qui ont mis fin à un moment donné. Il y a eu 10 milliards, il y a eu de l'argent qui a été mis sur la table, qui a vraisemblablement, là aussi, calmé un peu le jeu. Il y a aussi le fait que les violences ont vraisemblablement peut-être aussi démotivé une partie des foules qui se mobilisaient à ce moment-là contre le gouvernement. Mais en effet, aujourd'hui, il faut que Emmanuel Macron, compte tenu de la fragilité du pays, la fracturation du pays, retrouve un autre mode de gouvernance. Ça, c'est une autre paire de manches. Parce que la vraie question qui se pose... Est-ce que ça ne fait pas partie justement de ce qu'on appelle la crise démocratique, justement, aujourd'hui? Non, mais la crise démocratique, Emmanuel Macron n'en est pas le responsable. Il en est le syndrome. C'est pas tout à fait différent. La crise démocratique, elle remonte à 25 ans ou 30 ans. Donc c'est un processus très long. Mais c'est vrai qu'avec Emmanuel Macron, qui s'était fait élire sur une promesse, d'une certaine manière, et vous l'avez rappelé, de renouvellement de la vie politique, retisser un autre lien plus citoyen avec la société, manifestement, cette promesse, en tout cas, n'a pas été perçue comme réussie pour l'instant. Jean-Jacques Appel. Je crois que oui, il y a une crise démocratique. Elle a été révélée par le mouvement des Gilets jaunes, qui a exprimé une colère pendant 18 mois lors de ce quinquennat. Mais Emmanuel Macron n'est pas nouveau président de la République. Ça fait 5 ans qu'on le voit gouverner. On voit bien qu'il gouverne, en effet, sans aucune participation du peuple français. Il dit « je vais vous écouter, je vais gouverner différemment ». Très bien, mais on a vu la loi Avia, c'est quand même pas une belle illustration. On a vu le pass vaccinal qui était finalement tout sauf la liberté vaccinale qu'il aurait pu laisser et appliquer aux Français. Et puis surtout, il a fait des promesses. Il avait promis la proportionnelle lors de sa campagne électorale de 2017. Justement, on va revenir sur ce scrutin proportionnel. À l'issue du mouvement des Gilets jaunes, il a trahi puisque rien n'a été fait. Il avait promis le référendum, rien n'a été fait. Il a essayé de faire une réforme constitutionnelle. La bonne démocratie, rien n'a été fait non plus. En fait, il a fait beaucoup de promesses sur la démocratie et il ne les a jamais tenues. Donc Emmanuel Macron, moi j'ai aucune confiance en lui. Et il faut donc pour cela qu'il y ait un contre-pouvoir. Et je demande aux gens d'aller voter pour les législatives s'ils veulent avoir un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Alors ces législatives, on voit bien sur ce plateau que la bataille a commencé. Alors à gauche, une union populaire est-elle possible? On pose bien sûr la question et le socialiste Pierre Jouvet affirme qu'il n'y a pas de blocage insurmontable. Pour François Hollande, en revanche, ça serait la disparition du Parti socialiste. On l'écoute, ainsi que Clémentine Autain et Julien Bayou. Personne refuse de discuter. Le principe de la discussion, c'est le fondement même de ce qu'elle doit être la gauche qui cherche l'union. Mais discuter n'est pas disparaître. Et c'est une curieuse manière, je dis ça, j'ai été moi-même premier secrétaire du Parti socialiste, quand certains ne sont pas d'accord, de leur dire « vous partez ». Mais le premier rôle, le premier devoir d'un responsable politique qui dirige une formation, c'est de rassembler d'abord les siens avant de penser se rassembler avec d'autres. On a posé un acte qui crée de la dynamique, alors qu'il y aurait pu y avoir de la désespérance, qui donne un objectif en juin. Voilà. Ce qui peut se passer, et pour des millions de Français, c'est concret. C'est-à-dire là, d'un seul coup, on se dit oui, si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, alors toute une série de mesures que nous avons proposées pourraient être mises en œuvre. Voilà. C'est ça l'objet, c'est d'être compris d'une majorité de Français qui pourraient être démobilisés à l'occasion de ces élections législatives. Si c'est pour faire une nouvelle union populaire ou quoi, eh bien, ça produira les mêmes effets. Nous proposons une coalition. C'est ça qu'on a entendu. C'est important le mot coalition. Le mot coalition parce qu'il s'agit d'ajouter les offres politiques et donc, j'espère, les électorats. Le 12 et 19 juin, il y a des élections législatives et si on ne veut pas perdre 5 ans de plus, vis-à-vis de l'inaction climatique que nous promet Emmanuel Macron, vis-à-vis de la casse sociale aussi que représente la réforme injuste des retraites à 65 ans, et bien dans ce cas-là, il faut des bataillons de députés écologistes, de gauche, insoumis, socialistes, communistes, de toutes les forces qui s'opposent à ce programme. Stéphane Troussel, vous êtes favorable donc, à cette union populaire. Elle est possible, vous pensez à gauche? En tout cas, ce que je crois, c'est que les discussions sont engagées et qu'il n'y a pas d'obstacle insurmontable, effectivement, comme ça a été dit. Alors comment réagissez-vous à ce qu'a dit François Hollande, que ce serait la disparition du Parti socialiste? Écoutez, il est totalement opposé. J'entends bien ce que dit l'ancien président de la République, mais je rappelle quand même qu'il est peut-être aujourd'hui le seul président de la République de la 5e qui n'a pas été en situation de se représenter. Donc peut-être qu'il a une responsabilité par l'action qui a été la sienne, de la situation dans laquelle se trouve la gauche, et singulièrement le Parti socialiste. Donc ça appelle cette situation, chacun, même un ancien président de la République, à un peu d'humilité et à un examen sur son action, compte tenu du désamour, il faut le dire,
du désamour des catégories populaires de notre pays vis-à-vis de la gauche, et singulièrement du Parti socialiste. On l'a vu au premier tour de cette élection présidentielle. Mais est-ce qu'il n'y a pas de gros désaccords entre la France insoumise et le Parti socialiste, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les réformes institutionnelles? Mais d'abord, moi, je ne vais pas devenir insoumis. Parce que sur les sujets que vous avez évoqués, la question européenne, je suis un Européen convaincu sur les questions internationales, sur par exemple un brûlant sujet d'actualité, la situation et le soutien que la France doit apporter, par exemple, à l'Ukraine. Donc oui, justement, la France insoumise, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là de soutien à l'Ukraine par les armes. Oui, nous avons contrairement aux socialistes. Oui, nous avons des différences, parfois même des divergences. Mais vous savez, dans l'histoire de la gauche, il y en a eu bien d'autres. Bien d'autres. Vous pensez que lorsque François Mitterrand fait rentrer des ministres communistes dans son gouvernement en 81 pour faire la retraite à 60 ans, pour faire la 5e semaine de congés payés, pour faire les 39 heures, il n'y avait pas des divergences entre un parti communiste, communiste qui était aligné sur Moscou, qui soutenait l'invasion de l'Afghanistan et que sais-je encore, et ça n'empêchait pas. Et en tout cas, c'est justement ce que nous essayons de faire à travers ces réunions. Je vois même sur l'âge de la retraite, vous n'êtes pas d'accord. Eux parlent de 60 ans, vous parlez de 62 ans. Comment, sur des propositions, des projets qui peuvent être différents, nous permettons de converger. Moi, je crois qu'il peut y avoir une dynamique, effectivement, qui se crée, parce qu'il y a une attente très forte. On l'a vu avant les élections présidentielles. Quand les électeurs, puisque les appareils politiques de gauche n'ont pas été capables d'offrir un candidat, une candidate commun aux électeurs de gauche, et bien ils l'ont fait eux-mêmes par leur vote utile le jour du premier tour pour tenter de qualifier un candidat de gauche au deuxième tour, éliminer de l'extrême droite du deuxième tour de cette élection. Et donc oui, moi je veux que cette coalition premier accord d'ailleurs qui a été adopté entre la la France insoumise et Génération de Benoît Hamon, mais c'est un accord dont on ne connaît pas encore véritablement les détails, aucune précision pour l'instant, mais c'est ça que vous souhaitez. En tout cas, je souhaite que ce soit possible dès lors que c'est respectueux, dès lors que nous convergeons, dès lors que nous assumons, y compris des différences des programmatiques. Nous n'allons pas nous transformer. Si nous étions tous d'accord, on serait dans la même formation politique. Eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il faut. Ce n'est pas une OPA de Jean-Luc Mélenchon, comme a pu le titrer. Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça qui permettra à la gauche de ce pays de gagner s'il y avait une absorption par la gauche dans ce pays. Quand elle est forte, quand elle est. Ne souhaite pas absorber diverse. la gauche, Jean-Luc Mélenchon. La gauche, elle est forte dans ce pays quand elle respecte ses différentes composantes et qu'elle est plurielle. Céline Calvez. Alors, il y a un certain nombre vraiment aussi de politiques de gauche qui ont rejoint le mouvement de la République En Marche. Je pense aussi d'ailleurs à Jean-Pierre Chevènement qui a fondé une sorte de petit parti qui rejoint la République En Marche. Voilà. Mais en fait, dès 2016, il y avait eu aussi de nombreuses personnalités de gauche qui avaient rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron. Ce qu'on voit aujourd'hui, et je voulais rebondir sur la comparaison avec le programme commun autour de François Mitterrand. Là, on a quelque chose de commun plutôt autour de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Donc on n'est pas du tout sur un rassemblement autour de quelqu'un qui va se rapprocher du centre. On est sur l'extrême. Et donc ça va vraiment sur une mise en place d'un bloc, non pas qui se dit, voilà, je pourrais être un bloc qui regarde un peu vers le centre, mais vraiment vers l'extrême. Donc on a le bloc de l'extrême gauche, le bloc de l'extrême droite qui essaye d'attirer une partie de la gauche ou de la droite. C'est quand même assez surprenant. Aujourd'hui, quand on voit les affiches de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, mais il va les décrocher, il va vous mettre sur l'affiche. J'ai pas l'impression. Donc moi, je dis attention, l'union de la gauche, n'oublions pas que ça ne doit pas être une OPA justement de Jean-Luc Mélenchon. Enfin bon, ça c'est vous qui le voyez. Ça vous fait rire, mais oui, ce qui me fait sourire, parce que en l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde la carte électorale, il suffit de regarder la carte électorale. Je vous invite à le faire. Bien, vous verrez que toutes les villes, on va dire, allez, qui étaient plutôt de droite, qui étaient plutôt situés, si je regarde simplement la carte de l'Île-de-France, ou je regarde les arrondissements parisiens, la réalité, c'est que l'électorat de droite, il a reconnu son champion, il s'appelle désormais Emmanuel Macron, parce que là, Emmanuel Macron est En Marche. Et la gauche aussi le reconnaît, elle le reconnaît depuis 2016. En tout cas, pas les électeurs, madame. Regardez un petit peu la cartographie des villes de gauche. J'ai regardé très bien. Regardez les villes de gauche, regardez les arrondissements. On voit bien qu'à Levallois, il vote à droite, et il vote Macron désormais. Alors, pas ensemble. On va parler justement de la droite, puisque vous en parlez. Justement, Jean-Alain Lacapelle, côté Rassemblement national, quelle est la stratégie pour les législatives? Vous n'allez pas faire de liste, vous, avec Éric Zemmour. Pourquoi? Comme à chaque élection législative, nous présentons des candidats dans les 577 circonscriptions.
Et nous sommes en CNI encore demain, puis lundi prochain, je pense que nous aurons conclu ce travail d'investiture. Ce qui ne nous empêche pas de pouvoir, quelquefois, soutenir des candidats qui ne sont pas issus de nos rangs. Nous l'avons fait en 2017 en soutenant Nicolas Dupont-Aignan, en soutenant Emmanuel Ménard. Donc, il peut y avoir des exceptions. Donc il y a quelques zémouristes que vous pourriez avoir dans votre... C'est au bureau exécutif et c'est à la commission d'investiture de le trancher. Donc aujourd'hui... On parle par exemple de Stanislas Rigaud. Mais nous verrons d'abord si ces gens-là souhaitent. Éventuellement. Et on verra si d'abord ils le sollicitent et s'ils sollicitent notre soutien. Et puis ensuite, cela se fera au cas par cas. Mais nous pourrons, peut-être dès le premier tour, peut-être ne pas présenter de candidat sur certaines circonscriptions, peut-être, mais sinon, mais au second tour... pourquoi pas Éric Zemmour alors qu'il vous a soutenu? Mais écoutez, il nous a soutenus à la dernière minute. Je vous rappellerai quand même que depuis 9 mois... Il y a eu un report de ses votes. Nous sommes quand même son adversaire. Il a tout fait pour effacer, éliminer Marine Le Pen et l'Assemblée nationale. C'est quand même son objectif. Alors c'est un petit peu facile aujourd'hui, au moment où il a besoin en effet du soutien du Rassemblement national, de venir en quelque sorte taper à la porte. Mais oui, là, juste, je répète son tweet pour les téléspectateurs. Nous ne présenterons pas de candidats face à Marine Le Pen, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan. Il a tweeté... Très joli cadeau pour Marine Le Pen. Donc je vais quand même vous donner les scores d'Éric Zemmour. C'est 4,1% sur la circonscription de Marine Le Pen, quand elle fait 45,2% au premier tour. Donc vous imaginez que vous avez bien compris que c'est quand même un piège qu'il nous tend. C'est un piège, vous dites? Pourquoi un piège? C'est-à-dire qu'honnêtement, c'est pas un cadeau qu'il nous fait. Qu'il présente un candidat s'il veut, être ridicule. Qu'il présente un candidat, s'il vous plaît. Marine Le Pen, elle sera élue largement sur sa circonscription. Simplement, je répète. Et pourquoi c'est un piège? Parce que ça rediabolise Marine Le Pen? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui l'attend? Qu'on présente personne en face de lui? Nous verrons bien. Je vous l'ai dit, il y a des instances qui sont la commission d'investiture et le bureau exécutif, et nous prendrons nos responsabilités. Nous avons sur plus de 300 circonscriptions, nous sommes arrivés en tête. Plus de 300 circonscriptions. Donc aujourd'hui, le chef de l'opposition et de ce grand mouvement populaire et patriote, c'est Marine Le Pen. Est-ce qu'ils sont prêts à le reconnaître? Est-ce qu'ils sont prêts à reconnaître que Marine Le Pen est aujourd'hui cette leader qui demain peut incarner l'opposition et le contre-pouvoir à l'Assemblée nationale? Sont-ils prêts à le faire? Moi, j'ai entendu à 20h15 Marine Le Pen dimanche soir qui tendait la main et qui ouvrait les portes bien évidemment à des ralliements et à des ententes. Et j'ai entendu à 20h45 quelqu'un qui critiquait Marine Le Pen et continue à la mépriser. Je crois que ça me paraît très paradoxal et que ça me paraît pas la bonne méthode si on veut demain trouver une alliance et une entente. Arnaud Benedetti, manifestement, Éric Zemmour voulait rassembler les droites, il n'y est pas parvenu. Est-ce que vous pouvez un peu décrire justement à nos téléspectateurs, vous qui êtes un peu l'arbitre de ce plateau, cette décomposition politique en France? Parce que finalement, on a 3 forces politiques aujourd'hui, donc une force du centre, enfin la République en marche, une force effectivement de gauche, avec justement à sa tête Jean-Luc Mélenchon, et une force Rassemblement national. C'est un peu inédit en France, et est-ce que ça veut dire que c'est la fin des partis traditionnels, ou qu'au contraire, parce qu'on sera quand même dans des élections législatives, le local pourra prendre le dessus et qu'il y aura peut-être une recomposition de LR et du Parti socialiste? Non, parce que cette élection finalement présidentielle a renforcé la décomposition qui a commencé dès 2017. Et on voit bien que si vous voulez aujourd'hui, vous avez plusieurs forces qui s'affrontent. Vous avez en effet les vieilles forces de gouvernement qui représentent, si on rajoute aujourd'hui Madame Pécresse, Madame Hidalgo, qui font à peine plus de 5% au premier tour de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que vous voyez bien que même par rapport aux scores qui étaient ceux, alors je parle surtout pour les Républicains, puisque les Républicains, François Fillon était à 20%, Madame Pécresse est à 4 et quelques, 4,7%. Mais ils sont morts, les Républicains, ou pas? Parce que disent le contraire. Ils disent par exemple que le Sénat va rester les Républicains, ils vont s'appuyer sur la force. Clairement, le Sénat, au soir du second tour de l'élection législative, ne changera pas. Donc la majorité restera aux mains des Républicains et de leurs alliés. Mais en l'occurrence, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez plusieurs scènes politiques. Vous avez une scène nationale où vous avez des forces politiques qui se sont aujourd'hui clairement imposées, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron et finalement de la coalition qu'il est en train d'essayer de créer autour de lui. Vous avez le Rassemblement national qui domine très nettement, en tout cas pour une partie à droite. Et puis vous avez en effet la France insoumise. Ça, ce sont les forces politiques qu'on retrouvait déjà au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, mais qui ont confirmé finalement leur implantation politique sur la scène nationale. Et c'est vrai qu'entre-temps, vous avez eu des élections
élections intermédiaires qui ont confirmé la bonne implantation des offres politiques de gouvernement qui étaient les Républicains d'un côté et le Parti Socialiste de l'autre. Sauf que force est de constater que ces forces politiques qui sont bien implantées territorialement, qui maillent le territoire de manière assez, j'allais dire, efficace, n'ont pas réussi à dégager des leaders et surtout n'ont pas réussi, et c'est ça le plus grave pour elles, dégager des lignes politiques qui soient claires pour les électeurs. Clairement, c'est vrai que d'un côté, Marine Le Pen, de l'autre, Emmanuel Macron, et de l'autre encore, Jean-Luc Mélenchon, au moins, ils ont l'avantage d'être lisibles et d'être audibles pour une grande partie du corps électoral. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, d'une certaine manière, leur force politique sur la scène nationale. Et inversement, les trois forces politiques qui se sont implantées au niveau national n'ont pas réussi leur implantation, ni la France Insoumise, ni En Marche, ni le Rassemblement national, alors, au niveau local, ni dans les communes, ni dans les départements, ni dans les régions. Je mettrai un petit bémol sur la structure autour de trois pôles. On peut voir les choses différemment aussi, c'est la structure entre deux pôles. Oui, ce qu'on a vu en 2017, ce qu'on a vu en 2019, ce qu'on a vu encore là, il y a quelques jours, c'est-à-dire le pôle Emmanuel Macron, qu'on appelle le pôle des modélistes, et le pôle des patriotes de l'autre côté, qui est incarné par Marine Le Pen. Mais pourquoi je dis cela? Et je reviens sur... Et Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas... Justement, mais Jean-Luc Mélenchon, à partir du moment... Vous savez très bien dans les conditions dans lesquelles... À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon appelle à voter Emmanuel Macron, à partir du moment... il se discrédite. Il est dans le système, Emmanuel Macron. À partir du moment où il s'allie avec le PS, à partir du moment où il s'allie avec les écologistes, qui ont tous appelé Emmanuel Macron, ils sont tous la même chose. Très fiers. Qui sera fier? Effectivement, très fier d'avoir... Vous serez fier? Je suis très fier. Quand la retraite à 65 ans sera appliquée, je suis très fier d'avoir... Quand le RSA à 6 € de l'heure tombera, vous serez fier? Pas tous les dans le même temps. J'ai expliqué très clairement à mes électeurs, dans mon canton, vous voyez, les raisons pour lesquelles, oui, je choisissais d'utiliser le bulletin de vote Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. J'en suis effectivement très fier. Et dès le 25 avril au matin, je reprendrai mon travail d'opposant parce que le projet libéral de droite, classique, comme on le caractérise dans notre pays, la retraite à 65 ans, le fait de vouloir faire travailler bénévolement les allocataires du RSA 20 heures par semaine ou par mois, je ne sais même plus. Et vous avez appelé à voter pour lui? Eh bien, je combattrai ces projets. Je les combattrai dans la rue, je les combattrai à l'Assemblée nationale avec des députés. Mais en tout cas, votre projet qui est tout autant libéral, parce que quand on veut affaiblir la protection sociale, quand on veut diminuer les impôts des plus riches, quand on veut diminuer les impôts de production, ça s'appelle un projet libéral. Eh bien, à ce projet libéral, vous y ajoutez le racisme, les discriminations et les inégalités. Céline Calvez, alors un point peut-être justement avec vous. J'ai perdu le fil avec votre... bref, pas trois forces, mais deux forces. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question justement à vous? Oui, sur le scrutin. Parce que justement, il faut tout de même rappeler que ce scrutin majoritaire donc, aux élections législatives favorise, effectivement, en plus dans le cadre du quinquennat, celui qui vient d'être élu. Donc est-ce que c'est là-dessus que vous misez aujourd'hui face à cette recomposition politique? Alors, miser effectivement sur le fait qu'il existe et qui a été vu que dans la foulée de l'élection présidentielle, les Français souhaitent en général qu'un pays soit bien gouverné et qu'on ne retombe pas dans la 4e République. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir lui donner une majorité. Oui, forcément, on mise dessus, mais pas seulement. En fait, on va faire campagne aussi. On va faire campagne. Est-ce que cette fois, vous pouvez vous dire, on risque de perdre? Mais on est toujours en train de se dire ça, parce que si on considère que tout est acquis, c'est là où on se paume, justement. Donc moi, je considère que dans quelques semaines, on va pouvoir mener campagne, on va justement pouvoir s'inspirer, s'appuyer sur ce que vont être la composition du gouvernement, les premiers gestes, mais on va aussi pouvoir s'appuyer sur notre bilan en tant que député sortant, de la façon dont on perçoit aussi notre fonction, parce qu'il y a une grande confusion entre ce qui est la fonction de parlementaire et ce que serait la fonction de député, enfin d'élus locaux. Souvent, on est obligé de redire, attendez, là, le fait qu'il n'y ait pas eu de cumul entre les mandats de maire et les mandats de député, ça a pu éclairer un petit peu. Je pense qu'il faut encore plus l'éclairer. Nous sommes des représentants nationaux qui sommes élus dans une circonscription. On s'inspire de cette circonscription pour faire notre travail de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Mais nous ne sommes pas là pour remplacer les élus locaux. Nous sommes là pour travailler avec les élus locaux. Encore faut-il qu'ils puissent ouvrir la porte. Ce qui n'est pas le cas partout. Et donc
La conclusion justement de ces différents rôles. Eh ben, la conclusion, c'est de dire que nous sommes là pour soutenir l'action du président de la République et donc et de bien rappeler quel est notre rôle au sein de l'Assemblée. Alors l'équation, pardonnez-moi, alors l'équation pour justement qui vous concerne, qui concerne Emmanuel Macron, l'équation Édouard Philippe par exemple. Édouard Philippe avec ce parti Horizon, on ne sait pas très bien où il va se placer. Il va se placer en support d'Emmanuel Macron puisque dès septembre, il a dit qu'il soutenait la future candidature d'Emmanuel Macron. Donc il se posera... Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais bien sûr que si Édouard Philippe, il veut créer un mouvement, lui donner des assises, il voudra lui donner des députés. On est capable, nous, dans notre majorité, d'avoir montré qu'on est capable, avec 3 partis, 3 groupes parlementaires, d'assurer la majorité. Donc cette majorité, elle peut être plurielle, mais il faut qu'elle soit forte pour que l'on puisse, dans l'urgence, mais aussi dans la concertation, délivrer le programme d'Emmanuel Macron. Arnaud Benedetti, sacré défi quand même. Non, mais cette élection législative est tout à fait singulière, parce que c'est la première fois qu'on a une élection législative depuis le quinquennat où vous avez une majorité de nos compatriotes qui, sondage après sondage, nous disent qu'ils souhaitent imposer une cohabitation au président de la République. Alors, ça, c'est une réalité qu'on a pu mesurer. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver l'offre politique qui permette, à un moment donné, d'incarner ce sentiment. Alors, moi, je vois 4 hypothèses, finalement, au soir du second tour des élections législatives. Première hypothèse, en effet, il y a une majorité absolue pour le président de la République. Comme il y a 5 ans. C'est la logique politique que la logique institutionnelle peut bien évidemment infirmer. Deuxième hypothèse, en effet, la gauche réussit son pari, c'est-à-dire réussit le pari qui est lancé par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire d'imposer une cohabitation. À ce stade, ça me paraît un peu compliqué parce que les projections montrent que dans l'état actuel des rapports de force, on ne voit pas trop comment la gauche peut réussir ce pari, quoique il faut se souvenir qu'en 1997, quand le président de la République dissout l'Assemblée nationale, personne ne pense que Lionel Jospin, quelques semaines plus tard, sera son Premier ministre. Donc il faut rester prudent. Il y a une troisième hypothèse, c'est la majorité relative. C'est ce qui s'est passé en 1988. Il faut s'en souvenir, François Mitterrand, réélu, obtient une majorité relative, il fait l'ouverture, il débauche un certain nombre de personnalités politiques centristes. Il n'y a pas d'accord d'appareil, bien au contraire, puisque l'UDF et le UDF restent dans l'opposition, mais il y a une ouverture. Quatrième hypothèse, qu'il ne faut pas totalement exclure, c'est qu'on se retrouve sans majorité au soir du second tour de l'élection présidentielle. Et là, on se retrouve dans une configuration totalement inédite, c'est-à-dire que vous avez une 5e République qui se transforme en 4e République, c'est-à-dire... Donc ça devient ingouvernable. Ah ben, ça devient, en tout cas, il faudra... Non, ça veut dire qu'il faudra des accords. Ça veut dire qu'il faudra des accords. Et là, ce qui sera très intéressant, ça sera de voir, par exemple, ce qui restera du groupe LR à l'Assemblée nationale, quelle sera la position de ce groupe par rapport à Emmanuel Macron et à sa potentielle majorité. Jean-Léon Capelle, vous vouliez commenter ça justement. Ce sont les différents scénarios qui peuvent en effet arriver. Simplement, il faut que les Français comprennent qu'on ne peut pas laisser tous les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Donc il faut en effet qu'il y ait un contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Voilà. Je veux juste rebondir sur ce que vous disiez, cher monsieur, mais au-delà des acquis sociaux que vous n'avez pas, que finalement vous ne protégez pas, au-delà de la catastrophe sociale qui va arriver, c'est quand la gauche était aux responsabilités. Il y a aussi la dangerosité. On connaît la complaisance de Jean-Luc Mélenchon pour le communautarisme, pour l'islamisme radical, pour le wokisme, pour la régulation des clandestins, sa mentalité anticriste. Donc quand vous voyez Stéphane Troussel, vous voyez Jean-Luc Mélenchon. Mais ils veulent s'allier. Il faudra bien qu'ils se mettent d'accord là-dessus. En revanche, il y a une possibilité, bien sûr, en élisant un maximum de députés du Rassemblement national, il y a une possibilité, c'est de créer ce contre-pouvoir. Et c'est ce que, aujourd'hui... Et alors vous y croyez malgré le scrutin majoritaire qui évidemment vous est défavorable? Oui, vous savez, quand vous réunissez 13,3 millions de Français, c'est jamais arrivé dans l'histoire de notre mouvement politique. Donc oui, j'y crois, à condition que les Français se mobilisent et aillent voter. Quand ils votent, on peut gagner. Et ils ont démontré quand même qu'ils s'étaient mobilisés lors de l'élection présidentielle. Ils ne l'ont pas fait en 2017. Je crois que là, on est dans une dynamique qui démontre que, et qui peut-être peut créer des surprises, je le souhaite, pour Marine Le Pen, qui sera notre chef de bataille. Vous répondez, et après on va parler justement de la crise démocratique. Non, simplement parce que Madame la députée disait que maintenant, les députés de la majorité sortante allaient pouvoir faire campagne. Alors c'est vrai que ça va nous changer parce que le président de la République candidat a tout fait finalement pour éviter le débat, pour éviter la confrontation, et donc il a eu du mal finalement à dévoiler son projet. Donc vous allez faire campagne. Donc vous allez faire campagne pour la retraite à 65 ans. Vous allez convaincre
convaincre les électeurs qu'il faut passer à la retraite à 65 ans. Vous allez faire campagne pour le travail forcé pour les allocataires du RSA. Vous allez faire campagne pour la réduction des moyens des collectivités locales. 10 milliards de moins pour les collectivités locales, comme ça semble être annoncé. Dans un contexte où il faut protéger les Français, où il faut faire la transition écologique, tout ça ne se fera pas sans les collectivités locales. Donc, très bien, faites campagne, et projet contre projet. Et moi, je vous promets bien des surprises si c'est avec ces axes-là que vous allez essayer d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça ne sera pas du tout avec cette lecture. Quand vous parlez du RSA et du travail forcé, moi, je pense qu'il faut renverser un petit peu l'obligation. Aujourd'hui, quand on dit que le RSA peut être accompagné par des formations ou des activités pour être immergé dans ce qui peut ensuite conduire au travail, c'est plutôt de créer une obligation pour l'État d'accompagner cela. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce que l'on pouvait voir, c'est qu'il y avait une possibilité pour les bénéficiaires du RSA, peut-être d'avoir je suis toujours très surpris parce que c'est toujours pour les plus pauvres, les obligations. Mais quand vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays, mais quand vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays et aux entreprises, laissez-la terminer. Vous leur demandez laissez-la terminer. Il y avait un dernier sujet que je voulais aborder. Ça va être sympa la campagne parce qu'on va. Oui, il faut accepter le débat. Ah mais j'accepte toujours, mais vous laissez-la juste terminer. C'est vous qui m'interrompez. Donc en fait, très vite sur le RSA. Au-delà de l'ensemble de ce qu'a été ces caricatures, nous on fera campagne, mais bien sûr, et on l'expliquera. Mais c'est ce qu'on l'a fait pendant la campagne présidentielle aussi. Vous allez convaincre les caissières et ceux qui sont dans les travaux publics qu'il faut aller travailler jusqu'à 65 ans. Vous allez leur dire que alors pardonnez-moi, juste un mot, Stéphane Troussel, 62 ou 60? Vous allez leur dire que vous avez les raisons pour lesquelles vous avez supprimé les critères de pénibilité. Leur origine sociale. Stéphane Troussel, mais moi j'assume de dire. Pardonnez-moi. Attendez, 62 ou 60 ans la retraite? Elle m'interroge pour me demander si je distingue les gens en fonction de leur métier. Mais bien évidemment, parce que moi je veux qu'ils soient protégés. Ok, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Carrière, vous serez un peu moins fatigué. Vous serez un peu fatigué. Je voulais parler justement de la crise démocratique. Vous voulez pas me répondre, ce sera 62 ou 60? L'âge de la retraite du projet de la gauche. La première des choses, c'est de réintroduire les critères de pénibilité. D'accord, vous voulez pas me répondre, c'est encore en négociation. Une dernière question, Arnaud Benedetti, il nous reste 5 minutes. Sylvain Faure, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, a écrit « La France a le souffle coupé. La démocratie française tente de survivre dans un oxygène raréfié. Cette halte démocratique est à son tout devenu un moment de crise. » Est-ce qu'on est vraiment dans un moment de crise démocratique? Il y a 15 millions de voix, 14 millions d'abstentionnistes. Non, mais clairement, aujourd'hui, il y a une défiance qui s'est installée entre une grande partie de la société et ce que l'on appelle la représentation politique. Encore une fois, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, ça s'est renforcé en effet ces dernières années. Ça, c'est une réalité. Il y a peut-être deux facteurs qui expliquent aujourd'hui cette crise démocratique. Premier facteur, c'est qu'un grand nombre de nos concitoyens considèrent que finalement, le pouvoir n'est plus à Rome, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui constituait l'État-nation, qui était protecteur, qui était redistributif, qui fabriquait l'avenir, qui créait les grandes politiques publiques, et cet État-nation, aujourd'hui, il est dépassé par des forces qui sont au-dessus de lui. C'est-à-dire que les décisions se prennent ailleurs, au niveau des grandes instances internationales, voire sur le plan économique, parfois chez les GAFAM ou dans d'autres grandes structures. Donc cette démonétisation du pouvoir crée déjà une crise, j'allais dire presque une crise de foi au sens quasi religieux, surtout dans un pays comme la France où c'est l'État qui a fait la société. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, et c'est lié d'ailleurs, les deux sont liés, c'est la crise de la représentation, c'est-à-dire que... Alors justement, cette proportionnelle dont tout le monde parle, est-ce qu'effectivement il faudrait finir par la mettre en place? Un peu plus de proportionnelle à l'Assemblée? Clairement aujourd'hui, la réalité c'est que c'est vrai qu'un courant politique qui par deux fois amène une de ses candidates au second tour de l'élection présidentielle et qui n'a que 8 députés, il y a quand même un problème de représentativité. Le Rassemblement national a 8 députés et la France insoumise 17. Ce ne sont pas les seuls courants politiques qui aujourd'hui ont une faiblesse de représentativité. Donc là, en l'occurrence, il y a vraisemblablement un travail à effectuer de ce côté-là. Je suis pour avoir une plus grande dose de proportionnelle. Elle n'est pas encore faite et nous la ferons. Mais ce que je constate par rapport à ce manque d'oxygénation de la vie démocratique, c'est aussi de constater et de redire que le vote peut changer son quotidien. C'est-à-dire qu'effectivement, on a mais ils n'arrivent pas à en être convaincus, ces 14 millions de personnes qui se sont abstenues. Un seul exemple, et on a eu l'occasion de l'aborder.
Quand on traverse une crise qui nous arrive forcément d'autre part, la crise sanitaire, les décisions qui sont prises par le chef de l'État, elles ont un impact sur notre quotidien. Elles ont eu un impact parce que les gens ont pu garder leur emploi. Et donc c'est de dire que face à tout ce qui nous bouleverse, on a encore la possibilité de choisir des dirigeants qui vont prendre les décisions face à ces bouleversements du monde. Donc moi je trouve que par rapport à ce que l'on constatait dans les années 90, où on disait de toute façon on n'a plus de pouvoir sur rien, le politique pouvait rien faire, etc. Aujourd'hui on a eu une démonstration avec la crise sanitaire. Non, ça ne s'est pas vu dans les urnes, malheureusement. Ça ne s'est pas vu dans les urnes, ce que j'ai vu dans les urnes aussi. Jean Lacapelle, juste vous réagissez. Qui revenaient, pas forcément pour voter pour nous, mais qui revenaient. Et donc ils ont peut-être pris goût au chemin du vote. J'espère qu'ils reviendront. Mais vous avez tenté de les convaincre, en tout cas. Jean Lacapelle. Le président qui se succède nous promet sa proportionnelle, bien évidemment, pour séduire leur électorat pendant leur campagne, et n'applique pas cette promesse. Emmanuel Macron, je le disais tout à l'heure, à 2 fois nous l'avait formulée. Et je crois que c'est une trahison vis-à-vis du peuple français, et ça n'est pas bien. Parce que nous sommes en effet très mal représentés. Il y a un creux entre les instances et le peuple français qui ne se sent pas écouté. Il faut une proportionnelle intégrale. Merci. Elle existe dans certains pays et on gouverne très bien. Ou alors une dose de proportionnelle avec une prime, peut-être, à ce moment-là, une prime pour les listes arrivées en tête. Ça se fait pour les élections régionales. Merci beaucoup. Ce serait une manière d'écouter les Français et de respecter notamment les 42%. Merci Jean Lacapelle, merci Arnaud Benedetti, merci Céline Calvez et merci à vous Stéphane Troussel. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.